Tov, shalom lachem, boker tov, et on est aujourd'hui Lamed Bet la Omer, d'accord? 32e jour du Omer, 4 semaines et 4 jours exactement. Ce soir, ça va être l'Ag Ba Omer, la méga teuf. Quand je dis méga teuf, c'est qu'il n'y a pas de teuf cette année. Cette année, chacun est confiné. Même d'habitude, pour certains, c'est la première année ici en Israël ou c'est la première fois que vous faites l'Ag Ba Omer. L'Ag Ba Omer, en général, c'est une fête. En Israël, c'est une fête. C'est le 33e jour pendant le compte du Omer, qui est un jour de fête. Ce jour de fête est déjà marqué dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, le Réma plutôt, ramène que le 33e jour du Homer, on allume des bougies, c'est un jour de fête, et c'est un jour pendant lequel on ne fait pas Tachanoun. Seulement après, quand je dis après, c'est il y a peut-être 3, 4, 5 ans, c'est plus ou moins récent, l'Ag Ba Omer est devenu réellement un véritable jour de fête, et qui plus est, pendant la période après le retour en Israël, où on peut aller chaque année, en tous les cas, les années normales, pas cette année, à Méron, là où sont enterrés Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar. Maintenant, la notion de l'Ag Ba Omer, pour nous, ça fait tout de suite, si on devrait donner un synonyme de l'Ag Ba Omer, on dirait tout de suite, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Peut-être que le mina que vous connaissez en France, en Khoutzaret, c'est d'acheter des bougies, on peut écouter de la musique, on peut faire la fête. D'accord? Pour se raser, ça dépend des minagim. Il y a des minagim, selon les Ashkenazim, ils peuvent se raser dès ce soir. Selon les Sfaradim, il faudra attendre le 34e jour du Homer au matin. Ça veut dire mercredi matin cette année, on peut se raser. Il y en a qui continuent de ne pas se couper les cheveux ou de ne pas se raser jusqu'à Shavuot. Maintenant, quand on dit l'Ag Ba Omer, on parle bien sûr de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le sujet de ce matin, ce n'est pas directement lié à Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, mais c'est lié à un autre sujet qui est lié directement à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est plutôt l'étude de la Kabbalah. Alors je vous rassure tout de suite, d'accord, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on ne va pas étudier la Kabbalah, parce que je ne sais pas étudier la Kabbalah premièrement, mais on va essayer de se pencher sur un problème qui est un problème de halakha, un problème concret. Vous savez que des fois, on nous dit que on va dire, deux choses qu'on connaît dans le monde de la Torah. On a la Kabbalah d'un côté, la mystique, les secrets de la Torah, et on a de l'autre côté la partie, on va dire, visible de la Torah, compréhensible de la Torah, qui est la halakha. La halakha, c'est les choses que nous devons faire, d'accord, hommes, femmes ou enfants, les choses que nous devons faire tout le temps. Sauf que ça arrive, et assez fréquemment, qu'il risque d'avoir des contradictions entre, d'un côté, la halakha, et de l'autre côté, la Kabbalah. Et la question qu'on va se poser pendant le shiur, c'est une seconde. Si la halakha me dit de faire telle chose, et que le Zohar HaKadosh, ça peut être le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, ou ça peut être également les élèves de la Kabbalah, les grands élèves de la Kabbalah, un ou deux, on va seulement les citer, vous les connaissez, je pense, de nom. Par exemple, le Harizal, le Hari HaKadosh, un grand maître de la Kabbalah qui a vécu au XVIe siècle. Si la Kabbalah nous dit de faire une chose qui n'est pas marquée dans la Gemara, ou alors que des fois la Kabbalah nous demande de faire des choses qui ne sont pas marquées ni même dans la halakha, ou même c'est même en contradiction avec la halakha. Et la question qu'on va se poser, c'est une seconde. On a d'un côté Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître ultime de la Kabbalah, et de l'autre côté, nous avons la halakha, Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, le Réma. Qui devons-nous écouter? Est-ce qu'on doit écouter la Kabbalah ou est-ce qu'on doit écouter la halakha? Comme ça, sans se prendre la tête, vous écouteriez qui? La Kabbalah ou la halakha? Comme ça. La halakha. La halakha? Non, mais on peut dire ce qu'on veut. Pendant ce shiur, on peut dire ce qu'on veut du moment que c'est argumenté. On peut dire ce que l'on veut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est bon. Tout est bon. Après, on verra halakha lema assez concrètement qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut savoir que la Kabbalah, la notion de Kabbalah, très souvent, nous, on parle de Kabbalah, ce sont des parties secrètes de la Torah, et on s'imagine quelque part que les gens qui étudient la Kabbalah, les kabbalistes, les mekoubalim, se trouvent dans des grottes, dans des endroits fermés, dans des endroits qui sont déconnectés de toute la réalité dans laquelle on vit. Ils disent des choses qui sont quelque part, je dis bien quelque part, en contradiction avec la vie de tous les jours. Or, il faut savoir qu'un grand mekoubal, un grand kabbaliste, c'est quelqu'un qui vit, qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Bien sûr, il est beaucoup plus grand que nous. Bien sûr qu'il est même connecté à des mondes supérieurs. Mais avant tout, il a les pieds sur terre. La Kabbalah, ce n'est pas fuir la réalité, c'est vivre la réalité dans sa complexité, dans sa profondeur. Maintenant, on va ramener plusieurs exemples où il y a une machloket entre la Kabbalah et la halakha. Et on verra après comment la halakha était, comment
comment nous devons faire. Deux exemples qui sont liés au halachot des tefilin. Tefilin que nous, les garçons, nous mettons tous les matins. Il y a une marloquette par rapport aux tefilin. Combien de brachot on doit faire lorsqu'on met les tefilin? Je pense que vous connaissez, les garçons, en tous les cas, je pense que oui, vous connaissez. Et le tour dans Ilchot Tefilin Siman Kafé dit la chose suivante. Le tour dit Vachakar shel rosh, après avoir mis les tefilin shel yad, on met les tefilin shel rosh, vivarech, et on fait une bracha lorsqu'on met les tefilin sur la tête. Quelle bracha on fait? Asher kideshel be mitzvotav et tzivanu al mitzvat tefilin. Nous dit nous dit le tour, pardon, que lorsqu'on met les tefilin, on fait deux brachot. Une bracha sur le tefilin shel yad, d'accord, les aniar tefilin, et la bracha sur le tefilin shel rosh al mitzvat tefilin. Et le tour ramène lui-même, dit bien que le rif, Rabbeinu el-Fassi, le rif, Pasak she'en nevarech al shtem ela bracha achat. Le rif, il nous dit non. Quand on met les tefilin, on fait une seule bracha. Une bracha qui est valable pour les deux parties des tefilin, tefilin shel yad et tefilin shel rosh, on fait uniquement la bracha de al mitzvat tefilin. D'accord? Vechen katav Rashi, le tour dit, en fait, c'est une machloket. Entre d'un côté, des poskim ashkenazim, par exemple le rosh, Rabbeinu Tam, et de l'autre côté, bon, Rashi, il n'était pas non plus, il n'était pas sfarad, Rashi, mais Rashi et le Rif disent qu'il faut faire une seule bracha. Le problème commence où? Le problème, il commence dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui a écrit un pirouche, un commentaire sur le tour, qui s'appelle Bet Yosef, la maison de Yosef, et par la suite, ce commentaire va servir de base à l'halakha qui va être ramené dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui veut connaître bien l'halakha en profondeur se doit impérativement d'étudier le tour avec le Bet Yosef. Le Bet Yosef ramène un commentaire au nom du Sefer Rago, un des Rishonim qui s'appelle Sefer Rago. Il dit la chose suivante: Matsati be Sefer HaZohar. Oh, j'ai vu dans le Zohar. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar? Ma'amar de Rabbi Shimon Bar Yochai de'en levarech al shneim ela bracha achat. Maintenant, regarde. Le tour ramène des décisionnaires, des poskim qui disent qu'il faut faire deux brachot. Il faut faire et l'aniar tefilin et al mitzvah tefilin. Les deux brachot qu'il faut faire. D'un autre côté, le Bet Yosef ramène que le Zohar nous dit qu'il faut faire une seule bracha. Donc voilà, premier clash entre d'un côté le Zohar et de l'autre côté la halakha. Le Zohar nous dit qu'il faut faire une bracha, une seule bracha pour les deux parties de la mitzvah des tefilin, et certains poskim disent qu'il faut faire deux brachot. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le Sefer Hagour? Il dit la chose suivante. Et le Sefer Hagour, il dit une seconde. Je ne comprends pas comment il peut avoir un avis qui nous dit qu'on doit faire deux brachot. Le Zohar, il est formel, on doit faire une seule bracha sur les tefilin. Le Bet Yosef dit, je ne comprends pas. Je comprends. Quel est le problème, Bichlal? Des fois dans le Zohar, il y a marqué des choses qui sont en contradiction avec le Talmud. On a le Talmud d'un côté et on a le Zohar. Vela poskim kodvim et la mascala de Talmud avec Tama, mais shum de afilu imayu yodim divrei Rabbi Shimon Bar Yochai lo avuchai sheleu bimkom de padiga Talmuda. Dit le Bet Yosef. À partir du moment où il y a une machloket entre la Kabbalah et la halakha, nous suivons la halakha, uniquement la halakha, même si on sait pertinemment que le Zohar n'est pas d'accord avec ce qu'on fait. D'accord? De la olam tzarich levarer shtaim v'choulé. Il dit v'firar pasu kol sheken shebimei aposkim adayin lo nigla sefer amar agadol shem amar arumachi. Le Bet Yosef dit de toutes les façons, le Zohar ça change pas grand-chose. D'une manière générale, dit Rabbi Yosef Karo, et bien que j'insiste parce que Rabbi Yosef Karo c'était la génération où il y avait le Harizal, le Hari Akadosh. Rabbi Yosef Karo dit le Zohar, la Kabbalah, les parties secrètes de la Torah, ne peuvent pas intervenir lorsqu'il s'agit de fixer la halakha. On a la Kabbalah, on la laisse de côté, elle est très importante la Kabbalah, d'accord? Mais la Kabbalah ne fait pas office de Shulchan Aruch. Si la halakha nous dit de faire deux brachot, on doit faire deux brachot. Maintenant, halakha le maaseh. Halakha le maaseh, le Shulchan Aruch, il ramène l'avis, il dit la chose suivante. Il dit Velo yevarech kim bracha achat lishte. On doit faire qu'une seule bracha, d'accord? Comme on tranchait la halakha, je dis bien la halakha, pas comme le Zohar, comme le dit le Rif, comme le dit le Rambam et comme le dit le Rashba, d'autres Rishonim qui, selon la Gemara, nous disent qu'il faut faire une seule bracha. Veyesh omrim levarech al shel rosh al mitzvah tefilin afilu lo yifzik bentayim vechen pashat minag bivnei Ashkenaz. Et le Rama nous dit le minag pour les Ashkenazim, c'est le minag jusqu'à présent, c'est de faire deux brachot. Une sur les tefilin shel yad, une sur les tefilin shel rosh. Deux brachot. Ce minag de faire deux brachot quelque part est en contradiction avec le monde de la Kabbalah. Pour les Ashkenazim, ça ne les dérange pas plus que ça. Pas plus que ça. Il y a un minag qui dit,
et c'est là ce que ramène le Mishnah Berurah, que même pour les Ashkenazim, lorsqu'on fait une deuxième bracha, vu que la deuxième bracha elle est un petit peu controversée, après avoir fait la bracha sur les tefilin de la tête, al mitzvah tefilin, il faudrait faire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et même ça, le Gaon de Vilna dit que c'est pas forcément vrai. Si tu penses qu'il faut faire deux brachot, il faut faire deux brachot. Donc de là, qu'est-ce qu'on va? Dans le cadre des tefilin, dans ce domaine de bracha, combien de brachot on fait? Machloket entre la Kabbalah, qui nous dit une seule bracha, et la halakha. Et certains avis dans la halakha qui nous disent qu'il faut faire deux brachot. Un autre cas dans les tefilin, on va ramener 3 cas de tefilin pour l'instant. Deuxième cas de tefilin, comment est-ce qu'on fait la bracha des tefilin? Est-ce qu'on la fait assise ou est-ce qu'on la fait debout? Et là, pareil, selon la halakha pure et dure, d'accord? Selon la halakha pure et dure, on devrait faire la bracha debout. Il faut savoir qu'une bracha, en général, ça se fait debout. Chaque bracha qu'on fait là, on est pendant la période de Surat HaOmer. Surat HaOmer, on compte debout. Chachamim nous ont enseigné qu'il faut compter debout. Mais après, il faut faire ça lorsqu'on se tient debout. Logiquement, les brachot, on les fait debout, en général. D'accord? Et le Réma ramène une autre halakha dans le même siman Kafé Saïf Yud Aleph. Il dit Yesh mishekatav la niart shel yad meyushav ve shel rosh me'umad. Pareil. Un autre avis, cet avis-là, c'est un avis qui est ramené dans le Zohar. Qu'est-ce qui a marqué dans le Zohar? Il faut mettre les tefilin assis, les tefilin de shel yad assis, et les tefilin shel rosh debout. Vous connaissez ce minhag de mettre les tefilin shel yad assis, les tefilin shel rosh debout? A priori, c'est ce que font certains Sfaradim. Et le Réma, oui. Question? Non, j'avais dit, ouais, je connais ce minhag. On le connaît ce minhag, ça. C'est un minhag qui existe dans tous les cas. Le Réma nous dit, attention, Bamdinot Elou, le minhag chez nous, Lona Gukach Ela Shtehem Me'omad. On fait les deux brachot debout. Et les Ashkenazim font mettre les deux brachot debout. Et tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Les Sfaradim, c'est un petit peu plus compliqué. Les Sfaradim, il y a 2 écoles chez les Sfaradim. Il y en a qui font qui mettent les tefilin du bras assis et les tefilin de la tête debout. Et il y en a qui font la bracha debout qui s'asseye. La bracha debout qui s'asseye, c'est la vie du Magen Avraham. Donc encore une fois, le Zohar, il nous dit de mettre les tefilin assis. Le Réma, les Ashkenazim disent, c'est ce qui est marqué dans le Zohar. D'accord? Ce qui est marqué dans le Zohar, stays in the Zohar. Ça reste dans le Zohar. Ça ne nous fait pas office de halakha. Un autre cas qui est ramené encore une fois dans les halakhot des tefilin. Je ne sais pas si vous connaissez cette halakha. C'est est-ce qu'on met les tefilin ou pas à Chol HaMoed? Chol HaMoed Sukkot, Chol HaMoed Pesach, est-ce qu'on met ou pas les tefilin? Et il faut savoir que, par rapport à la halakha des tefilin, le Zohar dit clairement, de manière claire, a priori, je n'ai pas étudié le Zohar, mais c'est ce que les poskim ramènent, que Chol HaMoed, on ne peut pas mettre les tefilin. De la même façon que Shabbat, ou que Yom Tov, nous ne mettons pas les tefilin, pareil pour Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est un jour de fête, d'accord? Nous, on appelle ça demi-fête, mais dans la Gemara, on appelle ça Moed, c'est une fête, d'accord? Chol HaMoed, c'est un jour important, c'est un jour de fête. On ne met pas les tefilin à Chol HaMoed. C'est ce qui est marqué dans le Zohar. Maintenant, les poskim, il y a une marloquette dans les poskim, est-ce qu'on met ou pas les tefilin à Chol HaMoed? Et encore une fois, le Shulchan Aruch nous dit, Bechol HaMoed, Asur le'aniach tefilin, sheyemei Chol HaMoed gam ken ot. Chol HaMoed, c'est un jour de fête, c'est comme Yom Tov, c'est pas exactement comme Yom Tov, mais c'est un petit peu comme Yom Tov, on ne met pas les tefilin. Dit le Réma, ויש אומרים שחול המועד חייב בתפילין וכן נוהגים בכל גלילות אלו להניחם במועד ולברך. Il dit le minhag chez nous les Ashkenazim, c'est de ne pas écouter le Zohar. Non, c'est pas le minhag de ne pas écouter le Zohar, mais c'est le minhag de mettre les tefilin à Chol HaMoed. Il faut savoir que en Chutz La'aretz, dans une grande partie des communautés ashkénazes, il y a ce minhag qui existe encore de nos jours, de mettre les tefilin à Chol HaMoed. Maintenant, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé, c'est que les Sfaradim n'ont jamais mis les tefilin à Chol HaMoed. Les Ashkenazim les ont mis en Chutz La'aretz, mais depuis que les Ashkenazim sont venus ici en Israël, même les Ashkenazim ici en Israël ne mettent pas les tefilin. Mais toujours est-il qu'on a une marloquette entre le Zohar, la Kabbalah qui nous dit tefilin Chol HaMoed, impossible, et la halakha qui nous dit, certains poskim, notamment le Réma, qui nous disent on peut mettre les tefilin à Chol HaMoed. Un autre cas, je vais recenser plusieurs cas et après, Bezrat Hashem, on va faire un petit peu de seder. Un autre cas dans les brachot. Là, ça ne concerne pas que les garçons, ça concerne tout le monde. Il y a une bracha qu'on fait le matin dans les Birkot Hashachar, je pense que vous la connaissez, qui est Anoten Layaref Koach. On remercie Akadosh Baruch Hu de donner au Ayef, au celui qui est fatigué, de la force. Tous les matins, on se lève en pleine forme, dans les bons cas, Bezrat Hashem, on se lève en pleine forme, et on remercie Akadosh Baruch Hu là-dessus. Maintenant, il faut faire attention à une chose qui est quand même particulière. C'est quoi? C'est que dans la Gemara, dans Masechet Brachot, on nous ramène toutes les brachot qu'on doit faire le matin.
D'accord? Elohai Neshama, Anetilat Yadayim, Asher Yatzar, Anoten Aser Vibina, toutes les brachot que nous connaissons le matin. Sauf que si vous faites attention, vous remarquerez que dans la liste de ces brachot, il n'y a pas la bracha de Hanoten La Yaref Koach. Elle n'est pas marquée. Cette bracha, elle n'est pas marquée. D'ailleurs, la notion de cette bracha, d'où elle vient cette bracha, elle n'est pas marquée dans la Gemara. C'est venu longtemps après. Enfin, longtemps. C'est venu après et c'est venu en général à cause ou grâce aux Mekoubalim, grâce aux Kabbalistes. Cette bracha que vous faites, vous, en disant le nom d'Hachem, je dis bien, en disant le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, Elokeinu melech haolam, Anoten Nayaref Koach, c'est une bracha qui n'est pas marquée dans la Gemara. Vous allez me dire, so what? Je vous réponds. On ne peut pas instituer des brachot si elles ne sont pas marquées dans la Gemara. Impossible. On n'a pas aujourd'hui la force d'inventer des nouvelles brachot qui ne sont pas marquées dans la Gemara. On n'a pas cette force. Il faut être à l'époque des Chachamim. À partir du moment où la Gemara, le Talmud Bavli, a été scellé, on ne peut plus rajouter des brachot qui ne sont pas marquées dans la Gemara. Cette bracha de Hanoten, la Yaref Koach, quelque part, elle est problématique. Parce qu'elle n'est pas marquée dans la Gemara. Mais il y a un minhag de le faire. Le Shulchan Aruch dans les Birchot Hashachar, Siman Memvav, il dit la chose suivante. Ça y va, il dit Yesh Nogim Evrech Hanoten la Yaref Koach. Il y a des gens qui font cette bracha de Hanoten, la Yaref Koach. Et dit le Shulchan Aruch. Non, avant de dire ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Vous faites la bracha Hanoten la Yaref Koach avec le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, ou vous la faites sans dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanoten la Yaref Koach. Comment vous faites vous le matin? Avec la bracha. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire quelque chose qui est en contradiction avec le Shulchan Aruch Tzadik? Le Shulchan Aruch nous dit, il y en a qui ont l'habitude de faire la bracha Noten la Yaref Koach, ve'en divrehem nirim. Ce qu'ils disent, c'est pas clair. Dit le Shulchan Aruch, le minhag de faire la bracha sur Anoten la Yaref Koach, c'est pas un minhag qui est clair. C'est un mauvais minhag. Quelque part, il nous dit, c'est un mauvais minhag. Le Shulchan Aruch, Rabotai, attention, pour les Sfaradim, a priori, c'est engageant le Shulchan Aruch. D'accord? Le Réma, encore une fois, intervient et dit Aminag Pashut Bivne Ashkenaz Leomra. Chez nous, les Ashkenazim, on fait cette bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun problème. Ah, mais vous allez me dire, une seconde. Là, c'est quand même bizarre. Parce que cette bracha, elle n'est pas marquée dans la Gemara. On a vu que d'habitude, les Ashkenazim ne tenaient pas compte forcément des choses qui étaient marquées dans le Zohar. Et là, bizarrement, les Ashkenazim font la bracha avec le nom d'Hachem. Le Shulchan Aruch dit de ne pas faire la bracha. Il y a jusqu'à aujourd'hui encore à Botaï, et dans certaines communautés marocaines, je dis bien certaines, qui ne font pas la bracha Noten la Yaref Koach avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une shelot où tu votes du Rav Shalom Essas, Zecher Tzadik Livracha, il parle de ça. Minhag au Maroc, dans certaines communautés, de ne pas faire la bracha de Hanoten la Yaref Koach. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on ne la faisait pas, a priori. D'accord? Les Ashkenazim nous disent, nous on fait cette bracha. Mais elle est marquée où cette bracha? Qui a dit qu'il fallait faire cette bracha? C'est venu plus tard, surtout à l'époque du Hari Akadosh, du Harizal. Encore une fois, on est dans les secrets de la Torah, dans la Kabbalah. Et la Kabbalah, on dit bien sûr, après la Kabbalah, c'est super important de faire cette bracha. Je ne rentre pas dans l'explication. Pourquoi? Ceux qui veulent regarder le Kaf HaChaim, d'accord, Siman Mevav, Seif Katan Memzain, là-bas, il explique pourquoi c'est chachouv de faire cette bracha, al pi la Kabbalah. On a dit que nous, on ne rentrait pas dans des explications kabbalistiques parce qu'on ne les comprenait pas. D'accord? Mais voilà, un cas où c'est l'inverse. Les Ashkenazim font la bracha, alors que ce n'est pas marqué dans la Gemara, les Sfaradim, a priori, ne font pas la bracha. Sauf que même pour les Sfaradim, ce n'est pas si clair que ça. Il y a un avis qui est ramené dans la halakha, c'est l'avis du Hida. Arav Hida, Botaï Maran Hida, Arav Haïm Yosef, David Azoulay, un grand Rav. Et dans les communautés d'Afrique du Nord, de manière générale, ce que dit le Hida, ça a une importance. Et le Hida, il nous dit la chose suivante. Il dit Ata nitpashet haminag bigliloten, on levarech zot habracha. Dit le Hida, nous on fait la bracha. Ah, mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas faire. Dit le Hida, on a pris l'habitude de la faire. Alpi kitve Rabbeinu Hari Zal. Selon l'enseignement du Hari Akadosh, qui av de kibano raot maran. Et là, on va rentrer dans un problème qu'on va tout à l'heure, on va en parler. Mais une seconde, il y a quelque part une machloket entre deux grands personnages, deux géants. Et quand je dis des géants, c'est un euphémisme, plus que des géants. On a Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Et de l'autre côté, on a Rabbi Yitzhak Luria, le Hari Akadosh. L'un dit, on ne fait pas la bracha d'Anoten la Yaref Koach. L'autre dit, bien sûr qu'il faut la faire al pi Kabbalah. C'est super important de faire cette bracha. De manière générale, quand il y a marqué quelque chose dans le Shulchan Aruch, en tout cas pour les Sfaradim, de base, on est censé dire, c'est Mechayev. Ça nous oblige à ne pas faire la bracha. Là, il y a marqué de ne pas faire, donc on ne fait pas.
On verra qu'il y a des cas où on ne suit pas nécessairement toujours le Shulchan Aruch, même d'après les Sfaradim. On le verra tout à l'heure. Mais toujours est-il que, voilà, on a un cas où on ne devrait pas faire la bracha, pardon, parce que l'Agma dit de ne pas faire la bracha, et le Shulchan Aruch nous dit de ne pas la faire. Et le minag, aujourd'hui, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, d'accord, les filles ou les garçons, on fait la bracha de la noten, la Yaef Koach. C'est la bracha, on l'a fait. Et on continue de la faire avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut faire la bracha avec le nom d'Hachem, alors que dans le Zohar, il y a marqué qu'il ne faut pas, alors que dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il ne faut pas la faire. Un autre cas, on va donner l'explication, ne vous inquiétez pas. Un autre cas, et là, ça concerne personne. Baruch Hashem, ça ne concerne personne. Pourquoi personne n'est concerné? Parce que Baruch Hashem, on fait tous la tefila, on se lève tous à l'heure. Mais il faut savoir, Rabotai, vous êtes des tzadikim, parmi les grands tzadikim. Il y a des gens que même lorsqu'ils font la tefila au Bet Knesset, ont ce petit tic, ce petit défaut de ne pas arriver à l'heure au Bet Knesset. Moi, j'aurais pu dire même une seconde, hey, ils font pas les choses bien. Il y a des gens toujours. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais rave dans une communauté en France pendant 2 ans. Et les gens me demandaient l'heure de la tefila. C'est à quelle heure demain, Rabbin, monsieur le rabbin, c'est à quelle heure demain l'office? Je leur dis demain l'office à 7h30. Shacharit, 7h30. Ils me disent, ah d'accord, bon, j'arriverai vers 8h. Je dis, mais je viens de te dire 7h30. Je fais, non, tu me dis 7h30, c'est pour arriver à 8h. Il y a des gens comme ça. Quand vous êtes invité à un mariage, d'accord, il y a marqué Choupa 19h précise. Quand on me dit Choupa 19h précise, je sais que ce n'est pas avant 19h30. Quand on me dit Choupa 19h tout court, pas précise, ce n'est pas avant 20h. Et si c'est des gens qui sont retardataires de naissance, ça ne sera même pas avant 21h. Pourquoi? On sait que l'heure qui est marquée, c'est indicative, bilvad, uniquement. Et dans le Shulchan Aruch, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un siman, on a des halachot qui nous parlent du retardataire. Le Shulchan Aruch a jugé important de donner l'halachot du retardataire. Alors, encore une fois, tout ce que je vais vous dire là maintenant, Baruch Hashem, ça ne vous concerne pas parce qu'on est toujours à l'heure au Bet Knesset. Mais sachez néanmoins, d'accord, au moins en théorie, qu'il y a dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, siman Nunbet, on nous dit Mishishaha lavo le Bet Knesset adishtabar, celui qui arrive en retard. On va parler du retardataire. Il arrive au Bet Knesset et il voit les gens qui ont déjà commencé, on parle de Shacharit le matin, ils ont déjà commencé les psuké des Zimra, Baruch She'amar, Ashrei, Shirataya, Mazashir Moshe, et ils sont déjà Ishtabar. Et là, il y a un dilemme qui se pose. Quel est le dilemme? La notion de Tfila Betzibur. Quand on parle de faire Tfila Betzibur, attention, ce n'est pas faire la Tfila avec 10 personnes autour de moi. Ce n'est pas ça la définition halachique de Tfila Betzibur. Tfila Betzibur, ça veut dire que je commence ma Amida en même temps que le Tzibour. C'est-à-dire que je dois commencer ma Amida au moment où les gens font la Amida. Il y a 10 personnes qui font la Amida, ça s'appelle Tfila Betzibur. Tu peux arriver à la fin de la Tfila, écouter le Kaddish, écouter même Kriyat Torah, mais tu n'as pas fait la Amida en même temps que le Tzibour, ça ne s'appelle pas Tfila Betzibur. Désolé, ça a une valeur. C'est beaucoup mieux que faire la Tfila chez soi à la maison, sans aucun doute. Mais ça ne s'appelle pas Tfila Betzibur. Et là, le dilemme est le suivant. Qu'est-ce que je fais? Je suis arrivé en retard. J'arrive, je vois qu'ils vont commencer Ishtabar, ils vont commencer le schéma, ils vont faire la Hamida. De deux choses l'une. Ou je fais ma tefila normale, sans tenir compte du rythme que le Tzibour a pris. Et la partie, on va dire, la partie positive, c'est que je fais ma tefila selon l'ordre. Je ne saute pas de choses. La partie négative, c'est que je sais sûr que je ne serai pas en même temps que pour la Hamida. Ou bien, option B. Le plan B, c'est quoi? C'est il va falloir sauter certaines parties. Vous savez que quand quelqu'un arrive en retard, il peut sauter certaines parties de la tefila. Je vais vous le dire quand même, bien qu'encore une fois, ça ne va pas vous servir dans la vie de tous les jours. Mais le Shulchan dit la chose suivante. Si quelqu'un arrive au Bet Knesset, il voit les gens, ils ont déjà commencé la tefila, donc la tefila a déjà commencé. Et il sait encore une fois, je vous rappelle que tefila Betzibur, c'est l'amida en même temps que tout le monde. Dit le Shulchan Aruch, Omer Baruch She'amar. Il fait le Baruch She'amar, vous connaissez. Après, il va nous dire, on peut faire la version courte des psuké des Simra. C'est quoi la version courte des psuké des Simra? Teila le David, Ashrei Yeshve Vetecha, jusqu'à la fin. Après, on saute les 2 mizmorim après, on fait le mizmor Alléluia Hashem Min Hashamayim. On saute le mizmor Shirul Hashem et on arrive au mizmor le dernier Alléluia, Alléluia El Bekocho. Et après, on saute, Vaïvarer David, Azia Shemaché, tout ça on saute et on fait Ishtabar Shimra. Au final, psuké des Imra, ça commence par Baruch She'amar, la bracha, Melech Nolo al-Batish Bachot, et ça se finit par la bracha de Ishtabar. Au milieu, il y a plein de mizmorim que Anshe Knesset Agdola qui nous ont demandé, qui ont institué la tefila, ont mis et ont compilé. Dit le Shulchan Aruch, voilà, il y a une version courte. La version longue, c'est de faire tout depuis le début jusqu'à la fin. La version courte, c'est de faire Baruch She'amar,
Ishtabach, et au milieu, 3 Mizmorim. Ashrei, il est super important, Ashrei, on ne peut pas faire la passe sur Ashrei, le Alléluia du milieu, d'accord, Kouf Memchet, 148, et le dernier Alléluia, le 150. Alléluia le Bekocho, plus Ishtabach. Zéro, tu as la version courte. Et dit le Shulchan Aruch, quelqu'un qui arrive en retard, c'est ce qu'il doit faire. Il doit faire en sorte de faire la tefila avec le tzibur. Et du coup, s'il doit sauter la tefila, qui saute la tefila, qui saute des parties de la tefila, est-ce qu'il les rattrape après ou pas? C'est une autre question. Toujours est-il que quelqu'un qui arrive en retard, il doit sauter une partie des psuké, des imra. Ça, c'est ce que nous dit, a priori, le Shulchan Aruch. Maintenant, écoutez bien. Rabbi Yosef Karo, il a 2 casquettes. Il a la casquette, je suis le patron du Shulchan Aruch, rien à faire, c'est moi qui décide, faites ce que je vous dis, façon de parler. Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui est posek halakha dans le Shulchan Aruch. Mais Rabbi Yosef Karo, il a aussi une certaine connaissance en Kabbalah. Pas seulement qu'il a une certaine connaissance en Kabbalah. Rabbi Yosef Karo a eu le mérite énorme d'avoir ce qu'on appelle un Magid. Magid, c'est quoi? C'est une sorte d'ange ou de voix céleste qui lui dictait des choses. Et d'ailleurs, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim, des Chidushim qui l'ont été dictés par un ange. Et dans ces Chidushim, d'accord, המגיד הזהיר לבית יוסף לבוא לבית הכנסת בהשכמה כדי שיוכל להתפלל כסדר ולא בדילוג, כי העושה כן מהפך הצינור. Qu'est-ce qui lui a été dit? Encore une fois, ce sont des choses qui sont quelque part un petit peu mystiques. On lui a dit que, attention, il faut faire attention de faire la tefila selon l'ordre de la tefila, de ne pas sauter des parties de la tefila. Pourquoi? Quelqu'un qui saute des parties de la tefila, selon la Kabbalah, c'est très grave. Si je suis ce raisonnement, quelqu'un qui suit la Kabbalah, il arrive en retard au Beit Knesset, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, tout simplement, il doit prendre cette tefila depuis le début. Ah, mais je ne ferai pas la mida en même temps. Faire la tefila selon l'ordre de la tefila, selon le seder de la tefila, c'est plus important que faire la tefila et Betsibo. Il dit le Mishnah Berurah, il ramène, il dit Varbe anshe ma'aseh noagim להתפלל כסדר, מטעם זה אפילו אם איחרו לבוא לבית הכנסת. Il y a d'ailleurs des gens qui font attention à ça, que même lorsqu'ils arrivent en retard au Beit Knesset, des gens importants qui arrivent en retard, ça arrive à tout le monde en retard, eh bien, ils font la tefila alpi à seder. Il fait Baruch She'amar, il fait même Houdou, Baruch She'amar, tous les mizmorim du milieu, sans rien sauter. Et il arrive là, quand il arrive à la mida, il arrive à la mida, qu'il soit seul ou qu'il soit avec le tzibour. S'il arrive à être synchro avec le tzibour, c'est mieux. Sinon, qu'il fasse la tefila tout seul. C'est plus important de faire la tefila selon l'ordre de la tefila plutôt que de faire la tefila seul. C'est ce que nous dit en bataille le Beth Yosef, le Magid qui parle au Beth Yosef. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'encore une fois, marloquet entre la halakha pure et dure, la halakha netto, qui est marqué dans le Shulchan Aruch, et cette fois-ci, c'est le Beth Yosef lui-même, donc c'est la même personne, ce grand personnage Rabbi Yosef Karo, qui nous dit que selon la Kabbalah, c'est bien de ne pas sauter aucune partie de la tefila. Ah, voilà une autre marloquet. En 2 mots, ce que vous faites, c'est bien. Enfin, ce que vous faites. Si vous arrivez en retard au Beit Knesset, quoi que vous fassiez, a priori, c'est bien. Selon la Kabbalah, ça va même plus loin que ça. Selon la Kabbalah, quelqu'un qui fait, par exemple, qui saute une partie de la tefila, il n'a pas fait tous les mizmorim, tous les alléluia. Et il est dit à la fin de la tefila, tout à l'heure on a posé la question, est-ce qu'il faut les rattraper après? Selon la Kabbalah, c'est comme si tu mettais ta chemise, et une fois que tu as mis ta chemise, tu dis, ah mais, je n'ai pas mis mon tricot. Pas grave, je vais mettre le tricot sur la chemise. Ça ne veut rien dire. Selon la Kabbalah, c'est tellement, entre guillemets, grave, qu'il vaut mieux faire la tefila selon le seder. Ben voilà une autre marloquette entre la halakha et la Kabbalah. Un autre point, et on termine avec ce point-là, c'est un point qui va plutôt, ça vous concerne peut-être pas tout de suite, mais un homme et une femme mariés. Un homme et une femme mariés, il y a une disposition particulière du lit. Les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, il y a une halakha qui nous dit comment disposer la tête du lit et les pieds du lit. Dans quel sens? Et le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Asur lishon ben mizrach le ma'arav im ishto imo. Un homme marié qui dort avec sa femme, quand on dit dormir, ce n'est pas que dormir, qui ont des relations conjugales, n'a pas le droit de dormir quand la disposition du lit est la suivante, Mizrach le Ma'arav. Mizrach, c'est l'est, Ma'arav, c'est l'ouest. D'avoir la tête à l'est et les pieds à l'ouest, c'est interdit. D'accord? Pourquoi? C'est ce que nous dit, c'est une Gemara qui est ramenée dans, c'est une Gemara dans Masechet Brachot, et c'est comme ça que c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Maintenant, dans la Kabbalah et le Mishnah ramène au nom de la Kabbalah, au nom du Rama Mipano, il nous dit selon la Kabbalah, il dit non, c'est bien d'avoir Zé le Mizrach, Vezé la Ma'arav, d'avoir la tête à l'est et les pieds à l'ouest.
Le Shulchan Aruch dit c'est pas bien. Et la Kabbalah dit c'est bien. Selon le Shulchan Aruch, le mieux, c'est d'avoir Tzafon Darum. La tête au nord, de ne pas perdre le nord, et les pieds au sud. Mais une seconde. Et de cette question-là, on me l'a déjà posée pas mal de fois. Des khatanim qui vont se marier, ils sont en train de visiter des appartements. Ils disent voilà, on a vu un appartement, c'est bien et tout ça. Mais il y a un petit problème, c'est que dans la chambre des parents, si on veut bien disposer le lit, il faudrait mettre la tête au nord et les pieds au sud. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est marqué dans le Shulchan Aruch et tout ça. Maintenant, encore une fois, on a une marloquette entre le pshat, la version halachique, qui nous dit que c'est interdit d'avoir la tête au mizrach, regel ma'arav, la tête à l'est et les pieds à l'ouest. Mais en général, c'est pas bien d'être à l'ouest. Et le Zohar qui nous dit, il n'y a aucun problème. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, encore une fois, là aussi, tu peux dire, quoi que tu suives, t'es bon. Quoi que tu suives, il n'y a aucun problème. Oui, mais d'un autre côté, il faut bien trancher. Il faut trancher, il faut savoir comment on suit. D'accord? On a fait le tour de tout. Il y a après encore d'autres halakhot, mais je vais pas toutes les ramener. Donc, en deux mots, il y a dans plusieurs sujets, dans plusieurs points dans la halakha, où il y a une marloquette entre la Kabbalah et la halakha. Et la question qu'on pose, c'est qui nous devons suivre? Réponse à Botaï, il y a 3 écoles. 3 écoles. 3 écoles. Première école, deuxième école, troisième école, chacun a une approche différente. Chacun a une approche différente. Après, à la fin du shiur, Bezrat Hashem, on donnera l'approche qui, selon moi, selon les Chachamim, nous convient le mieux. Première approche, d'accord? D'après vous, vous pouvez intervenir. Machloket Kabbalah et Halakha. On suit la Kabbalah, on suit la Halakha. Allez, maintenant vous pouvez shot, one shot. On suit la halakha direct. La Halakha, mais une seconde. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas un petit joueur, c'est un géant. Tu suis pas Rabbi Shimon. Comme ça, tu dis Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce soir l'Akba Omer. Pourquoi on fait le jour? Parce que ce soir c'est l'Akba Omer. On suit la Halakha comme ça. Moi, je pense que ça dépend des situations. Ah, d'accord. Ça veut dire. Ça dépend des situations. Donc, on a plusieurs avis. Khaverim, je vois qu'on a plusieurs avis. Et je vous ai dit, quoi que vous fassiez, a priori, c'est bon. Pourquoi a priori c'est bon? Parce que d'une manière générale, la halakha, elle est un peu compliquée. La halakha, c'est qu'il y a 3 écoles. Je vous l'ai dit, je le répète, il y a toujours 3 écoles. Première école, on va dire c'est la vie d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle en bon français, c'est le mainstream. Le mainstream, c'est quoi? Une seconde. Il y a la halakha et il y a la Kabbalah. Ce sont 2 mondes bien différents. Et du coup, vu qu'il y a une marloquette, je vous mets en mute pour éviter. Et lorsqu'il y a une marloquette entre les deux, Kabbalah et halakha, nous suivons la halakha. Et vous avez raison. Vous avez raison. Maintenant, une seconde. Je pose une question, on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Quand on nous parle de Kabbalah, Rabotai, la Kabbalah, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les secrets de la Torah. C'est la partie la plus cachée de la Torah, mais c'est la partie qui n'est pas déconnectée du monde, mais bien au contraire, qui vit le monde de la manière la plus profonde qui soit. Pourquoi on ne devrait pas suivre quelque part la Kabbalah? Je vous donne un exemple. Je vais essayer de poser cette question d'une manière différente, et ça touche quelque part à un autre sujet, peut-être même un autre cours qu'on pourrait faire. C'est, imaginez-vous que j'ai devant moi un bout de viande. Ou plutôt j'ai un poulet. Et quelqu'un a fait la shrita à ce poulet, et je me pose la question une seconde. Est-ce que la shrita, elle a bien été faite? Si elle a bien été faite, je peux consommer la viande, le poulet, sans aucun problème. Si la shrita, elle est mauvaise, la viande, elle est ce qu'on appelle nevela, pas tarif. Nevela, c'est quand il y a eu un problème de la shrita. La shrita a mal été faite. On a mal coupé, on n'a pas coupé entièrement. On a fait ça de manière qui est pas soul selon la halakha. Maintenant, j'ai un safek, donc j'ai un doute. Je ne connais pas forcément toute la halakha. Je pose la question arabe, ou si je connais moi la halakha suffisamment, j'ouvre un livre de halakha, Shulchan Aruch, Ilchot Telefot, d'accord, dans le Shulchan Aruch, et je regarde, Ilchot Shrita plutôt, et je regarde qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas. Et si je suis la halakha pure et dure, la halakha me dit que la shrita, elle est bonne, et que je peux manger le poulet, bêtez avon. Je suis en train de me faire un repas, comment je vais manger le repas, poulet sauté, poulet farci, schnitzel, je suis en train de kiffer. Et du coup, en même temps, j'entends une voix céleste qui me dit « Ah, ce poulet, il n'est pas cachère, ne le mange pas. » J'ai une voix céleste, j'ai une apparition céleste qui me dit « Oh là là, ce poulet, ne pas y toucher. » Je devrais suivre quoi? Quelque part, c'est la même question. Je devrais suivre la halakha qui me dit que selon la halakha pure et dure, c'est bon. Mais attention, quelque part, Hachem, il m'envoie un message, il me dit « Ce poulet, il n'est pas bon, ne le mange pas. »
Vous avez compris la question? Pourquoi ce n'est pas évident? Parce que ce cas de figure, on le revoit dans la Gemara, dans Masechet Baba Mitzia Daf Nun Tet. L'histoire avec Rabbi Eliezer et Chachamim, à l'occasion, on y reparlera peut-être si vous voulez, ou lorsqu'on sait c'est quoi le Emet. Si tu poses la question, quel est le Emet? Le Emet, c'est la voix du ciel qui te dit ne le mange pas. Maintenant, si tu vois la halakha c'est de le manger, il n'y a aucun problème de halakha. Première école, première école, c'est l'avis d'une grande majorité de poskim. Une grande majorité de poskim, et je vais donner les noms de ces poskim. D'accord, c'est ramené par le Knesset Agdola. Knesset Agdola, c'est un posek qui était en Turquie, à Izmir, en Turquie. Rabbi Chaim ben Benisti, il a donné des klalim, il a donné des règles. Quand est-ce qu'on suit la halakha? Quand est-ce qu'on suit la Kabbalah? D'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, ce qu'on va dire maintenant, c'est vrai pour les communautés ashkénazes. Pour les communautés ashkénazes, c'est ce qu'il faut suivre en général, d'accord? Et pour certaines communautés sfarades, on va voir que chez les sfaradim, c'est un petit peu plus complexe, d'accord? En général, pour les communautés ashkénazes, c'est un petit peu plus simple. Pour les sfaradim, on va dire qu'il y a des sous-écoles. Premièrement, nous dit le Knesset Agdola, il nous dit c'est exactement ce dont on parle. Il y a une machloket d'un côté, ceux qui sont du côté casquette Kabbalah, le Zohar, les Mekoubalim, le Hari Akadosh. De l'autre, on a ceux qui suivent la halakha, les poskim, la Gemara, les poskim, le Rambam. Nous dit le Knesset Agdola, Halech achar hagmara ve'a poskim. Machloket Kabbalah halakha, tu suis la halakha. Nekuda. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, il est énorme, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne le retrouve pas uniquement dans le Zohar, Akadosh. On retrouve Rabbi Shimon Bar Yochai en tant que Tana, à l'époque des Tanaïm. On le retrouve dans la Mishnah, selon le nom de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon Rabotai, très souvent, lorsqu'il y a une machloket dans les Mishnayot ou dans la Gemara, on n'est pas tout le temps posek halakha comme Rabbi Shimon. Donc même et pourtant c'est le même Rabbi Shimon qui est l'auteur aussi du Zohar. Néanmoins, on n'est pas posek comme Rabbi Shimon, pas toujours, ni dans la partie Kabbalah, ni même des fois dans la partie halakha. Nous dit le Knesset Agdola, machloket Kabbalah halakha, tu suis la halakha. Mais néanmoins, Kabbalah machmirim. Si c'est une chose où la Kabbalah elle est plus stricte, elle est plus rigoureuse, où la Kabbalah elle est plus rigoureuse. Je donne un exemple, juste comme ça à titre indicatif. Je n'ai pas dit que c'était forcément halakha les maaseh. Selon la Kabbalah, il faut faire attention, par exemple, je vais vous le dire quand même, à ne pas mélanger du poisson avec du fromage. Poisson, fromage, c'est pas bon. C'est pas seulement que la Kabbalah va l'eau méchante. C'est-à-dire que ceux qui prenaient pizza 4 fromage avec supplément thon ou alors saumon, en choix, il vaut mieux éviter. On ne fait pas un show de cacheroute, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, on laisse ça de côté. D'accord? Mais, d'une manière générale, il y a des choses qu'on ne fait pas puis à Kabbalah. Ou alors, quelqu'un qui a bu du lait. Je dis bien du lait. Si vous avez bu du lait et juste après vous voulez manger de la viande, combien de temps on attend en général? J'ai juste bu du lait, je n'ai pas parlé de fromage. Combien? 30 minutes 50 minutes? 30. 30 minutes, comme ça tu dis. J'ai parlé de lait, je n'ai pas parlé de fromage blanc ou de cottage. Non, c'est pas. Si tu suis la halakha pure et dure, je dis bien pure et dure, tu te rinces la bouche, tu te laves les dents, tu te laves les mains si tu as touché aussi avec tes mains. Vezéou, Adam, tu peux prendre après ton entrecôte tranquillos. Encore une fois, tu n'as pas de résidus de lait si c'est du lait que tu as bu. Si c'est du fromage, c'est peut-être une autre histoire. Selon le Zohar, attention, oh là là, tu as pris quelque chose de khalavi, tu dois attendre 1 heure avant de manger quelque chose de bassari. Maintenant, nous dit le Knesset Agdola. S'il y a une machloket, on suit toujours la halakha, retenez bien ça, c'est important. C'est la première école, mais je vous spoil la fin. C'est l'école qu'on va suivre. Machloket, Kabbalah, halakha, on suit la halakha. Nekuda. Maintenant, si le Zohar, il est mahmir, il est plus rigoureux, on peut suivre le Zohar. Si le Zohar, il est plus rigoureux, on peut suivre le Zohar. Maintenant, ve'im lo uskar bagmara ou vapaskim. Quelque chose qui n'est pas ramené dans la halakha. Il y a des choses qui ne sont pas du tout ramenées dans la halakha. D'accord? Des choses dont la halakha ne parle pas du tout. Afalpi shenizkar ba Kabbalah, mais c'est ramené dans la Kabbalah, c'est des choses qu'on fait alpi à Kabbalah qui ne sont pas marquées dans la halakha. Il n'y a pas de contradiction entre la halakha et la Kabbalah. Dit le Knesset Agdola, on ne peut pas obliger les gens à faire selon la Kabbalah. Ceux qui veulent faire, mais encore une fois, on parle d'un cas où il n'y a pas marqué de choses dans la halakha. Premier cas, il y a une machloket, il y a un combat. Halakha, Kabbalah, on a dit c'est la halakha qui l'emporte. Deuxième cas, la Kabbalah dit quelque chose, ce n'est pas marqué dans la halakha, ni oui ni non. On peut faire, ce n'est pas obligé. Din she'en muskar pour bachas ou baposkin, yesh lelech achar Kabbalah. Maintenant, quelque chose où il n'y a pas marqué le contraire.
ça ne remet pas en question le deuxièmement, mais ça complète. S'il n'y a pas marqué dans la halakha que c'est faux, il n'y a pas marqué que c'est vrai, il n'y a pas marqué que c'est faux, on peut faire comme la Kabbalah. On peut faire comme la Kabbalah. Encore une fois, ce n'est pas un match direct. Quand ils s'affrontent de manière frontale, Kabbalah halakha, on a dit qu'on suivait la halakha en tous les cas selon cette école. Mais lorsque ce n'est pas marqué dans la halakha, il n'y a pas de confrontation, on peut suivre la Kabbalah. D'accord? Qu'est-ce qui se passe, Rabotai, s'il y a une machloket dans la halakha? C'est que la halakha, elle n'est pas de manière homogène. La halakha, quelque part, si vous posez une question de halakha à quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu, quasiment sur chaque chose, je dis bien quasiment, il peut vous dire « Ah, ça c'est machloket ». Moi, j'ai des élèves à la yeshiva, à chaque fois que je leur dis « Moutar ou assour », ils me disent « Moutar ». Je fais « T'es sûr que c'est moutar ?» Il me fait alors « Non, assour ». Je fais « Une seconde, décide moutar ou assour ». Il réfléchit un peu, il me dit « Machloket ». Joker, le joker de la machloket. C'est vrai, pas dans tous les cas, mais il y a des cas, beaucoup de cas où c'est vrai. Il y a une machloket. Maintenant, si on a une machloket dans la halakha même, je n'ai pas parlé halakha Kabbalah, halakha et halakha, on a une machloket. Et que le Zohar, la Kabbalah, elle vient trancher comme l'un des deux camps, on peut suivre la Kabbalah. La Kabbalah, elle fait office, elle quelque part, elle va trancher. Machloket interne dans la halakha, et le Zohar tranche comme l'un des deux avis, on peut suivre la halakha. On peut suivre, la Kabbalah. D'accord? Ça, c'est la première école. Cette école-là, c'est vrai pour les communautés ashkénazes dans leur quasi-totalité. Quand je dis quasi-totalité, parce qu'il y a certaines communautés ashkénazes, par exemple certains chassidim, qui ne suivent pas forcément ces règles-là. C'est vrai aussi pour certaines communautés d'Afrique du Nord, Rabotai. Prenez les communautés, et même en Afrique du Nord, c'est un petit peu plus complexe. D'accord? Ce n'est pas juste algérien, marocain, tunisien ou libyen. Mais en général, on suit la halakha. Ça, c'est la première école. Il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est juste qu'est-ce que nous devons suivre. Tout est émet, tout est vrai. Deuxième école, Rabotai, c'est l'école des Mekoubalim. Il y a des poskim qui suivent uniquement la Kabbalah. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est quoi la Kabbalah? La Kabbalah, on a dit, c'est quelque part, c'est la vérité divine. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous dans ce monde-là? C'est le émet quelque part. J'ai bien quelque part, c'est le émet. Je n'ai pas dit que ceux qui tranchent en faveur de l'halakha ne sont pas dans le émet, mais quelque part, la Kabbalah, ce sont les paroles de Akadosh Baruch Hu. Tout est les paroles d'Hachem. Mais la Kabbalah, c'est la profondeur du texte. Il y a une école qui s'est développée, surtout après l'apparition des paroles, des écrits du Hari Akadosh, qui nous dit, lorsqu'on a une machloket entre le Shulchan Aruch et la Kabbalah, ce sera toujours, et je dis bien, toujours la Kabbalah qui l'emporte. La Kabbalah est plus forte que la halakha. Quelle est la raison? C'est que, premièrement, la halakha, ça nous dit selon notre rationnel humain, selon le sechel humain. La Kabbalah, ce sont des choses qui sont Kabbalah. Kabbalah, c'est quoi? Étymologiquement parlant, on a reçu, c'est des choses qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Sinaï. D'accord? La Kabbalah aussi, on l'a reçu au Sinaï. C'est les choses, c'est le Emet divin, c'est pas humain, c'est divin. La Kabbalah l'emporte sur la halakha. Ces poskim-là, il y en a pas mal des poskim comme ça. On va les citer, on va voir qu'il y en a pas mal des poskim comme ça qui nous disent que lorsqu'il y a une confrontation Kabbalah-halakha, c'est la Kabbalah qui l'emporte. C'est la deuxième école qui, par exemple, est dans cet avis-là. En général, ce sont les Mekoubalim. Par exemple, ceux qui connaissent le livre du Ben Ishraï, peut-être que ça vous dit quelque chose, le livre du Ben Ishraï, qui a été écrit par Rabbi Yosef Chaim mi-Bagdad, un des grands Mekoubalim, début du XXe siècle, fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Le Ben Ishraï, Rabotai, un géant de la Kabbalah en Irak, il dit que lorsqu'il y a une machloket Kabbalah halakha, le Emet, c'est la Kabbalah. Il faut suivre la Kabbalah, même si c'est en contradiction avec le Shulchan Aruch, tous les exemples qu'on a ramenés, selon la Kabbalah, par exemple, selon la Kabbalah, les tefillin, on ne les met pas à Chol HaMoed, on fait une seule bracha. Bon, jusque-là, tout le monde est d'accord. Pour les Sfaradim, d'accord? En général, on fait une seule bracha et on ne met pas les tefillin à Chol HaMoed. Les tefillin, on les met assis. Et la bracha, et lorsqu'on met les tefillin, c'est assis. Ça, c'est déjà plus une machloket. Lorsqu'il y a une machloket, est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire, même lorsqu'il y a un safek au niveau de la bracha. On a vu tout à l'heure l'exemple avec la bracha dans les Birchot HaShachar, Anoten Nagaef Koach. Nous dit la Kabbalah, il faut la faire avec le nom d'Hachem. Ah oui, mais lorsqu'il y a une machloket, quelqu'un te dit de faire une bracha, l'autre te dit de ne pas faire la bracha. En général, la règle qu'on applique, c'est safek brachot lehakel. C'est quoi safek brachot lehakel? T'as une machloket, ne fais pas dans le doute. Tu ne vas pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Nous disent les Mekoubalim, la deuxième école, lorsqu'il y a une machloket, on suit uniquement la Kabbalah. La Kabbalah est plus forte que la halakha. Regardez jusqu'où ça va. Le Kaf HaChaim, par exemple, le Kaf HaChaim, c'est l'exemple même
de quelqu'un qui est possède, d'un Rav qui est possède comme la Kabbalah. Même le Chida, Maran Achida, le Rav Achida dont on a évoqué tout à l'heure, il nous dit, le Shulchan Aruch, il n'a pas vu les écrits du Hari Akadosh. Il n'a pas vu ce qu'a écrit le Harizal. S'il avait vu ce qu'avait écrit le Harizal, il n'aurait pas été possède comme il a été possède. La force de la Kabbalah est plus grande que la force de la Halacha. Ça, c'est la deuxième école. Maintenant, regardez, dans notre génération, Rabotai, dans notre génération, on a encore cette même marloquette. Et cette marloquette, quelque part, je vous ai dit, ce n'est pas Sfaradim Ashkenazim, c'est plutôt une marloquette interne entre les Ashkenazim. Je vais vous citer deux grands possèques de notre génération, qui sont plus en vie, mais qui sont mamash de notre génération. Vous allez avoir deux approches totalement différentes. On a dit la première école, c'est de suivre toujours la halakha, de suivre en dono le Shulchan Aruch. D'accord? L'Echou el Yosef, parodie aux Égyptiens qui veulent manger, qui demandent à manger. L'Echou el Yosef, allez voir Yosef. Cette règle-là, de là, on a tiré une métaphore qui dit L'Echou el Yosef, vous avez un safek, allez voir Yosef. C'est qui Yosef? Rabbi Yosef Karo. Kol asher yomar lachem ta'asu. Le passage qui dit L'Echou el Yosef. Allez voir Yosef, tout ce qu'il vous dira de faire, vous ferez. Qui a dit ça? Paro a dit au peuple égyptien qui venait lui demander à manger. Allez voir Yosef, ce qu'il vous demandera, vous ferez. De là, on a pris quelque part, encore une fois de manière un peu métaphorique, l'héros Yosef. Allez voir Yosef, Rabbi Yosef Karo. Kol asher yomar lachem ta'asu. Faites comme ce qu'il vous demande. Ça, c'est un avis. On dit que c'était la première école. Deuxième école, on suit la Kabbalah. Dans notre génération, on a deux poskim qui ne sont pas d'accord là-dessus, qui sont eux-mêmes en marloquette. Et je vais citer deux poskim. Le premier, c'est sûr que vous le connaissez. Rabbi Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, Zachir Tzadik Livracha, il le dit de manière claire dans plusieurs de ses Shelot ou Tshuvot. Il dit, lorsqu'il y a une marloquette, Kabbalah, Halacha, Shulchan Aruch, Kabbalah, on suit uniquement la Halacha. La Halacha, Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch l'emporte à tous les cas. C'est un avis, et c'est d'ailleurs tous les psakim du Rav Ovadia Yosef sont en général selon l'avis du Shulchan Aruch. On suit uniquement le Shulchan Aruch. Nekuda. Un autre avis, un autre posek, d'ailleurs, ils se sont bien côtoyés, ces deux grands poskim, ces deux grands tzadikim, c'est le Rav Ben Zion Abba Shaul. Zachir Tzadik Livracha lui aussi. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, qui a écrit un livre de Shelot ou Tshuvot qui s'appelle Or Letzion, Ben Zion Abba Shaul, il dit la chose suivante. Lorsqu'on a une machloket, Kabbalah, Halacha, on suit la Kabbalah. Pourquoi? La Kabbalah, c'est le Hémet. Il faut suivre la Kabbalah. C'est la Kabbalah qui l'emporte. Donc ça, c'était la deuxième école. Troisième école. Et cette école-là, ce sont peut-être les plus forts. Je ne suis pas là pour donner des notes au rabbanim, je suis tout petit. Mais quelque part, ce sont des gens qui savent exactement ce que dit la Kabbalah et des gens qui savent exactement ce que dit la Halacha et disent qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction véritable entre la Kabbalah et la Halacha. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on a ramené pas mal d'exemples selon la Kabbalah comme ça, selon la Halacha comme ça. Ben, en réalité, il n'y a pas réellement de contradiction. Qui nous dit ça? Par exemple, le Gaon de Vilna. Le Gaon Rabbi Eliyahu Vilna, le Gaon de Vilna nous dit, quand tu vois une machloket Kabbalah Halacha, sache ou bien tu n'as pas compris la Halacha, ou bien tu n'as pas bien compris la Kabbalah, ou bien tu n'as rien compris du tout. Dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il parle, tout à l'heure on a parlé, la disposition du lit. Est-ce qu'on est Darom, Tsafon, nord au sud, ou est-ce qu'on est est à l'ouest? Dit le Gaon de Vilna, il n'y a pas de machloket entre le Zohar et la Halacha. Étudie bien les deux. En profondeur, tu verras qu'il n'y a pas de contradiction. Plus loin que ça dit le Gaon de Vilna. Quelqu'un qui comprend bien la Halacha, il sait que même des parties, on va dire, visibles et compréhensibles de la Halacha, elles sont fondées sur des secrets de la Torah. Sans le savoir, on fait des choses, et d'ailleurs toute la notion de mitzvot qu'on fait, Rabotai, toute la notion de mitzvot qu'on fait, même si on ne la comprend pas, ça fait quelque chose. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il n'y a pas réellement de machloket entre la Kabbalah et la Halacha. Et le Gaon de Vilna s'est efforcé, c'est l'œuvre colossale du Gaon de Vilna, à montrer et démontrer dans plusieurs endroits qu'en réalité, il n'y a pas de machloket. Eux, ils disent comme ça, ils disent en réalité la même chose. Et ils le prouvent de manière appuyée par des preuves de Halacha. Ça, c'est l'avis du Gaon de Vilna. Un des élèves du Gaon de Vilna, un des grands élèves du Gaon de Vilna, qu'on appelle Rabbi Chaim de Volojin, celui qui a fondé la yeshiva, la fameuse yeshiva de Volojin, écrit dans son livre le Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, c'est un grand ouvrage énorme qui est écrit par Rabbi Chaim de Volojin. Il dit la chose suivante. Il dit, c'est un peu lié à ce qu'on dit. Lorsqu'on fait une mitzvah, est-ce que vous comprenez tous les secrets de la mitzvah?
Quand vous mettez les tefilines, vous comprenez ce qui se passe réellement? Bon, ça c'est que les garçons. Quand vous faites Shabbat, quand vous mangez des aliments cachers, et vous ne mangez pas des aliments qui ne sont pas cachers, quand vous faites attention à l'interdiction du shatnez, shatnez c'est l'interdiction d'avoir un habit qui est mélangé de laine et de lin en même temps. Vous comprenez tout ce qui se passe? Non. Une grande partie des mitzvot, que ce soit mitzvot assez ou mitzvot lota assez, d'accord, le mitzvot assez qu'on fait, ou les mitzvot lota assez, interdiction qu'on n'enfreint pas, qu'on ne transgresse pas, on ne comprend pas comment, mais ça fait quelque chose. Quelqu'un qui, par exemple, fait une tfila, je m'adresse à tous, garçons et filles, quelqu'un qui prie à Kadosh Baruch Hu. Prenez un juif ou une juive de France, on ne connaît pas tous les mots forcément qu'il y a marqué dans le sido. Mais on veut s'efforcer, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, on sait qu'il nous écoute, mais on ne comprend pas forcément tous les mots. Mais tu as fait ta tfila, tu n'as pas tout compris. Tu penses que la tfila, elle n'a rien fait? La tfila, ou d'une manière générale, chaque mitzvah que l'on fait, elle a une influence, même si on ne comprend pas comment. On ne comprend pas le pourquoi du comment. Chaque mitzvah fait quelque chose dans ce monde-ci. On ne comprend pas, Rabotai. Je donne un exemple. Vous dormez dans la soukotte ou mangez dans la soukotte, dans la souka, à soukotte. Vous comprenez ce qui se passe? Non, c'est juste une cabane, c'est sympa, nice. Vous faites l'arbat aminim, ou même des mitzvot de Rabbanan. Vous allumez la Hanouka, vous lisez la Megillah, vous mangez de la matzah à Pessah. Ça concerne encore une fois tout le monde, hommes et femmes et enfants. Tu comprends ce qui se passe? On ne comprend pas chaque mitzvah de la Torah, qu'on comprenne ou pas, à partir du moment où elle est faite, elle a une influence sur toi et sur le monde. Bien sûr que plus tu comprends la mitzvah, mieux c'est évident. Quelqu'un qui comprend la raison profonde de la mitzvah, c'est évident que quand il fait une mitzvah, ça a beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'importance que quelqu'un qui ne le fait pas. Mais même si quelqu'un fait la mitzvah sans rien comprendre, eh ben, ça a une influence. Toute mitzvah qu'on fait, ça a une influence. Pourquoi? Explique le Rabbi Reb de Volojine, selon encore une fois l'interprétation de son maître, le Gaon de Vilna. Chaque chose qu'on fait dans la Torah, c'est basé sur des secrets de la Torah. Sans le savoir. Sans le savoir, on vit dans un monde où tout ce qu'on fait, c'est lié quelque part aux profondeurs de la Torah. Le monde a été basé, nous dit justement le Zohar, sur des règles de Torah. Regarde à l'extérieur, le monde est basé sur la Torah, on ne le voit pas forcément. Et des fois même, on a l'impression même que le monde est loin d'Akadosh Baruch Hu, que le monde est loin de la Torah. Toutes les règles qui régissent ce monde sont des règles de Torah, et uniquement de Torah. Lorsqu'on comprend bien ça, la halacha et la Kabbalah, en réalité, ce sont les deux faces de cette même pièce. Les deux complètent la même, c'est pile ou face. Kabbalah, halacha, c'est pile ou face. On a besoin des deux. Dit le Gaon de Vilna, et ça c'était encore une fois, c'est l'approche du Gaon de Vilna, il n'y a pas de marloquette. Maintenant, on a vu trois écoles. Halacha lema, c'est qu'est-ce qu'on fait nous, simples humains, simples mortels, simples. On est des Am Israël, c'est pas simple d'être Am Israël. C'est un mérite énorme. Qu'est-ce qu'on fait? On va privilégier la possibilité numéro 1. Marloquette, Kabbalah, halacha. On n'est pas au niveau du Gaon de Vilna de dire que tout se complète, il n'y a pas de marloquette réelle. On n'est pas à ce niveau-là. D'accord? On ne va pas se voiler la face, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas non plus au niveau des grands Mekoubalim qui comprennent tout ce qui se passe dans la Kabbalah et que si eux ne suivent pas la Kabbalah à la lettre, c'est comme s'ils avaient transgressé quelque chose. On n'est pas non plus à ce niveau-là. Pour vivre notre vie du quotidien, selon la Torah, on va privilégier la thèse numéro 1. Qui nous dit Machloket, Kabbalah, Halacha, nous suivons la Halacha et uniquement la Halacha. C'est vrai qu'il y a certains domaines où la Halacha elle-même, elle tient compte de la Kabbalah, mais on fait ça pas parce que c'est la Kabbalah qui le dit. Peut-être que la Kabbalah, elle tranche entre deux avis, ou peut-être qu'il n'y a pas marqué l'inverse dans la Gemara, comme on a vu que dans ces cas-là, on pouvait suivre la Kabbalah. Mais on ne suit pas la Kabbalah. On va dire que de manière intrinsèque, nous ne suivons pas la Kabbalah. Ça ne veut pas dire que la Kabbalah n'est pas forte, elle est forte et ultra forte. On a dit tout à l'heure que quelque part, il y a le Emet, la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Ce Emet, on peut le trouver dans la Kabbalah. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas là, on n'a peut-être pas forcément non plus le niveau pour vivre avec ce Emet. C'est une grande vérité qu'on ne peut pas forcément vivre au jour le jour. Et donc, lorsqu'il y a une marloquette, on va suivre la halacha et uniquement la halacha. Ce qui va primer, c'est la halacha. On n'a pas plus grand que la halacha. Maintenant, bien sûr que quand on évolue en Torah, on peut comprendre que la halacha, la Kabbalah,
il n'y a pas forcément de machloket, comme dit le Gaon de Vilna. D'accord? Mais d'une manière générale, on suit la halakha. Nous avons la halakha, on a le Shulchan Aruch. Nekuda, on suit le Shulchan Aruch. Maintenant, je vais aller un peu plus loin que ça et je termine avec ça. On reviendra là-dessus, peut-être, si vous voulez, à l'occasion, lors d'un autre shiur. Il y a une machloket qui est ramenée dans la Gemara, dans la Sechet Baba Metzia. On raconte l'histoire avec un four qui était composé de plusieurs étages. Et il y a une question qui s'est posée chez les Chachamim. Est-ce que lorsqu'une partie du four est devenue impure, est-ce que toutes les parties du four qui touchent la partie impure sont elles aussi devenues impures? Il y a une machloket qui est entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. L'histoire, vous la connaissez, j'en doute pas. Et Rabbi Eliezer dit, c'est moi qui ai raison. Et les Chachamim disent, non, c'est moi qui ai raison. On refera, Bli Neder, à l'occasion, on refera cette histoire de manière plus détaillée. D'accord? Rabbi Eliezer dit, j'ai raison. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et là, Rabbi Eliezer fait intervenir les effets spéciaux. Si j'ai raison que le courant d'eau s'arrête, si j'ai raison que le carubier s'incline, si j'ai raison que les murs du Beth Midrash s'envolent, et la Gemara nous dit que tout ce qu'a demandé Rabbi Eliezer, ça s'est accompli. Si j'ai raison, qu'Hachem prouve que j'ai raison. Il a interrompu le courant de l'eau. Il a enlevé le Etz Haruvim, le carubier. Les murs du Beth Midrash ont failli trembler. D'accord? Oui, pas de problème. Et du coup, Rabbi Eliezer, il dit, voilà, j'ai raison. Chacham, ils disent, on ne t'écoute pas, la halakha, elle n'est pas comme toi. Rabbi Eliezer, il est un petit peu, pas en mode vénère, mais il dit une seconde. Maintenant, je t'applique. Le tout pour le tout. Si j'ai raison, je vais demander à Hachem, à Kadosh Baruch lui-même, de dire que j'ai raison. Hachem, si c'est Hachem, qu'est-ce que tu vas faire contre Hachem? À ce moment précis, nous dit la Gemara, une voix céleste apparaît et dit, Ma'atem etzel Rabbi Eliezer, qu'est-ce que vous lui voulez, Rabbi Eliezer? Shalacha kmoto bechol makom. La halakha est toujours comme lui. Laissez-le tranquille, il a raison, la halakha est comme lui. Que font les Chachamim? Maintenant, tu dis une seconde, Chachamim, regarde. Les Chachamim, qu'est-ce que tu vas faire? Chachamim regarde cette voix céleste et ils disent la phrase suivante. Lo bashamaim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Hachem, tu es bien gentil. Tu restes là où tu es. Tu nous as donné à nous la Torah, c'est à nous de l'étudier. Or, la halakha, elle est claire dans la Torah. Lorsqu'il y a une machloket entre un individu et le rabbin, on suit la majorité. La majorité, elle est d'accord avec nous. C'est comme ça qu'on fixera la halakha. La Gemara nous dit après, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Au moment où on a dit, les Chachamim ont dit, la Torah n'est pas dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a souri. Et il a dit, Nitzruni banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Un des commentateurs dit, c'est quoi Nitzruni? C'est pas simplement les Natser. En gros, les Natser, ça veut dire vaincre. D'accord? Une victoire. C'est pas seulement ça. Un des commentaires, c'est un joli commentaire qui dit, Nitzruni, c'est le du mot Netzar. Netzar, c'est l'éternité. Mes enfants font de moi quelque chose d'éternel. Grâce au fait que les Chachamim suivent exactement ce qui a marqué dans la Torah. Bien qu'encore une fois, le Hémet, si ça se trouve, c'est comme Rabbi Eliezer. Et que Rabbi Eliezer, il a raison, que le fou, on doit suivre la vie de Rabbi Eliezer. Non, Nitzruni Banai. La Torah, elle est éternelle. La Torah nous a fixé des règles, et ces règles-là, on les fixe selon les Chachamim. Les Chachamim nous disent, la halakha est comme le Rabbim, comme la majorité, et on suit la majorité. Pareil, quelque part ici aussi. La halakha nous dit que, la halakha, d'après ce qu'on a vu, c'est la halakha qu'on suit, on suit la halakha. Ah, mais le Zohar, très bien, le Zohar. Ça reste le Zohar. C'est important le Zohar. C'est pas seulement important, c'est le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le mérite de l'étude du Zohar, c'est ça qui nous fait sortir de la galoute. Mais la halakha, c'est elle qui prend le devant. J'arrête le shiur maintenant. Et une seconde. Tac.